Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Un forum national s'ouvre au Bénin pour engager le pays à gagner la bataille de la nutrition. Derrière des défis de sécurité alimentaire, de croissance et déjà un agenda, la supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Ouverture à bas coût de la 29e conférence sur les changements climatiques et un dilemme déjà au démarrage sur le financement des engagements censés préserver la planète. Le Bénin y participe avec une feuille de route bien précise. À l'étranger, fair play démocratique en île Maurice et au Kenya, on ira voir une solution destinée à protéger les champs contre les éléphants et la Russie qui renoue avec ses ancestrales valeurs familiales. Un nouveau bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec ces livraisons de l'actualité. Le gouvernement mobilise les énergies autour de la bataille pour la nutrition. Vaincre la malnutrition, c'est éviter d'avoir des enfants amochés dans leur croissance avec des déficits d'acuité mentale, hypothèque pour le capital lui-même. À Cotonou, c'est donc ouvert un forum pour sonner la grande mobilisation et annoncer des plans d'action. Réussir le combat pour la nutrition, c'est aussi gagner la bataille de la croissance agroéconomique. À l'occasion du forum, un agenda concret est lancé, le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Heureuse d'annoncer Patrick Benoît. Des préparatifs d'un projet révolutionnaire à fort potentiel transformateur dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition au Bénin. Le Bénin s'engage avec fermeté à mettre fin à la malnutrition. Au cœur des discussions du Forum national sur la nutrition, sauver les 1000 premiers jours du nouveau-né et sa mère. Durant la période des 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception à 2 ans après la naissance, l'enfant est vulnérable. Lorsqu'on ne le prend pas en charge de manière nutritionnelle, quand il tombe malade ou bien quand il sort de cette période avec de la malnutrition, les préjudices sont graves et irréversibles. C'est-à-dire son développement cérébral sera affecté à jamais et ne pourra pas atteindre son plein potentiel quand il sera à l'âge adulte pour contribuer au développement du pays. Soyons honnêtes, mesdames et messieurs, un enfant affamé est souvent un adulte sans ambition. Notre gouvernement considère donc cette supplémentation nutritionnelle comme une intervention à grand impact, capable de briser ce cercle vicieux. En d'autres termes, c'est notre pari pour un Bénin plus fort et plus épanoui dans l'avenir. Investir dans la nutrition n'est pas une dépense et encore moins une charge sociale. C'est un investissement pour un avenir meilleur. C'est pour ça, nous partenaires, nous louons le leadership du gouvernement dans son effort de faire de la nutrition, en particulier celle des mères et des enfants, une priorité transversale. Durant 22 ans, la prévalence du retard de croissance des tout-petits a fortement varié. Avec le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition va fournir de façon gratuite des suppléments nutritionnels à 75% des femmes enceintes et allaitantes et à 75% des enfants de 6 à 23 mois. L'ANAN va également prendre en charge 360 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë et modérée. L'idée est pensée par le chef de l'État lui-même, dont le souhait est de choyer les porteuses de vie et leur progéniture. Des petits sachets qu'on va leur distribuer, qui prendront chaque jour. Les femmes enceintes vont en prendre, les femmes allaitantes vont en prendre pour que les enfants puissent tirer ça du lait. Et puis à partir de 6 mois, où l'enfant ne commence pas à manger, on va lui donner ça directement. Donc, on abordera d'abord les communes, commune par commune, en tenant compte des communes où les taux de malnutrition sont assez élevés. L'espérance sur 3 mois qu'on a faite dans les zones sanitaires de 3A a montré une bonne acceptation des suppléments. Les démarches sont également en cours pour assurer un approvisionnement régulier, avec à terme l'implantation d'une usine de production locale, exploitant notre production agricole. Au cours de ce forum national sur la nutrition, toutes les parties prenantes vont unir leurs efforts afin que des images d'enfants mal formés à peau flétrie avec des performances scolaires réduites ne soient plus collées au Bénin. Gagner la bataille de la nutrition pour préserver tout le potentiel des enfants, les futurs adultes. Justement, allons voir ces jeunes dans un univers qui
où ils cartonnent avec leur potentiel créatif. Il s'agit des jeux vidéo. Au cœur du développement des applications et activités du numérique, les jeux vidéo s'imposent désormais comme une véritable niche d'opportunités économiques et de créativité. C'est tout naturellement que le e-gaming s'est fait inviter au cœur des centres d'intérêt de la Semaine du numérique au Bénin. Et pour cause, l'univers des jeux numériques fascine par leur créativité, par les compétitions qui s'y déroulent et surtout par les personnages atypiques qui y grouillent. Saint-Tige Quimpon et Igor Ayosso nous amènent dans un pan de cet univers. Le e-gaming ou encore jeux vidéo en ligne était aussi au rendez-vous de la semaine du numérique. Plusieurs compétitions ont opposé amateurs et professionnels. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une compétition pour les amateurs et les professionnels. Nous avons la chance d'avoir plusieurs professionnels au Bénin qui s'adonnent à l'activité et qui évoluent aussi à l'international. Donc aujourd'hui, on essaie de les mettre en lumière. Je ne savais pas qu'il y avait un salle de jeu ici. Donc on faisait le tour. On était venus et c'est là qu'on a découvert les jeux. Et nous sommes venus aujourd'hui et c'est là qu'on nous a mis face au tournoi. Et qui a gagné? Bon, je suis la gagnante. Et je suis tellement contente parce qu'à un moment donné, j'avais perdu confiance en moi et je voulais abandonner. Je suis la deuxième. C'est une nouvelle expérience. J'ai envie de continuer. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans ces jeux, l'originalité des personnages importe beaucoup. Du virtuel à la réalité, Joy nous présente son personnage préféré. Alors c'est du cosplay et vu que le monde du gaming côtoie souvent celui des otaku et tout ça, les geeks et otaku souvent c'est un peu le même monde. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de venir en cosplay, surtout parce qu'on voulait créer du contenu dans ce sens-là, otaku/geek. Mon personnage en fait a les yeux rouges quand elle entre un peu en euphorie et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des yeux qui sont à la fois rouges et marron. Elle s'appelle Yumeko Jabami et elle vient du manga Gambly School ou Kagerui et c'est leur tenue d'école. Au-delà du fait que ce soit pour s'amuser, j'essaie de travailler à faire en sorte que ce soit aussi, pourquoi pas, un second boulot. Parce que ça offre beaucoup d'opportunités qui sont assez négligées en Afrique. Combat, football ou autre, les défis sont variés. Chaque défi offre à ces jeunes passionnés une immersion dans l'intelligence artificielle. Le e-gaming est donc une opportunité numérique malgré la controverse liée à ses effets parfois pervers sur certains joueurs. Un univers fascinant et étrange. 78,70%. C'est le taux d'admission à l'examen national de licence 2024. À peu près 6 000 candidats sur les plus de 7 500 inscrits ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Une performance globale qui reflète les efforts fournis par les étudiants. Les résultats sont disponibles en ligne depuis ce mardi matin et peuvent être consultés sur le site www.eresultats.bj. Une fois sur la plateforme, l'étudiant peut retrouver l'examen de licence concerné. Ensuite, cliquer sur le lien de consultation et renseigner le numéro de tableau d'inscription pour accéder aux résultats individuels. Beauté, bien-être et jeunesse, c'est une obsession qui traverse les âges surtout quand le temps avance avec son usure. Alors, l'éternelle question, comment faire pour prendre de l'âge sans vieillir? Général Fouda Monsi Aboka, Ramatou Lawani et Bernard Djobé nous donnent ici quelques astuces à travers le dossier du jour. Regarde. Prendre de l'âge sans vieillir, c'est bien possible. Et pour rester jeune, il est nécessaire d'adopter une routine. Celle-ci implique une hygiène corporelle au quotidien. Il faut faire un petit gommage et il faut hydrater la peau également. Les soirs, pareil, se démaquiller, exfolier un peu et faire une crème de nuit. Le gommage, c'est purement bio. Vous pouvez prendre un petit café, la papaye, l'aloe vera. Mis à part les soins
journalier qu'on fait à la maison, il faut au moins passer à l'institut une fois par mois. Sinon, les soins journaliers, vous le faites au moins 3 fois par semaine, ça peut aller. Prendre soin de sa peau n'est qu'une étape dans ce processus de bien-être. Une activité physique régulière est aussi indispensable. Beaucoup de personnes, quand ils vont au sport, d'abord c'est pour se soulager de quelque chose. La première des choses, c'est genre se sentir bien d'abord. La deuxième, c'est quand la personne est en surpoids. On peut dire, bon, je veux faire mon sport pour perdre du poids. La troisième, par exemple, il y a d'autres qui le font pour maintenir leur corps. La pratique de ces activités renforce déjà la condition physique. Je me permets de citer Usain Bolt. Quand Usain Bolt était en activité, vous-même vous avez vu en fait comment son physique se présentait. Il a fallu qu'il arrête de courir, qu'il arrête de faire ces activités qu'il faisait au quotidien pour qu'on voit. Il a poussé du ventre. C'est pareil aussi pour les footballeurs. Psychologiquement, ça nous aide à mieux nous concentrer. Ça développe ta concentration. Tu restes plus focus. Et le sport réduit le stress. Minimum 3 séances par semaine. Au plus 1h30. L'alimentation aussi joue un rôle déterminant. Dans notre assiette, nous avons tout ce qu'il faut comme molécules pour combattre ces autres molécules dans le corps qui luttent contre ou qui favorisent le vieillissement. Alors quand je parle de molécules, ce sont les radicaux libres dans notre corps. Les radicaux libres s'attaquent à nos cellules et donc ça favorise le vieillissement. Il faut éviter ce type d'aliments-là pro-inflammatoires, mais également prendre des aliments qui favorisent notre bien-être, essentiellement les agrumes. Donc les agrumes, c'est citron, pamplemousse, tout ce qui est fruits en général, les légumes à feuilles vertes également. Mais on va également citer le thé. Le thé est très riche en antioxydants. Nous avons également le chocolat noir qui est riche en antioxydants. Et pour finir, je vais parler également des herbes et épices. Nous les utilisons très peu, mais il faut savoir que les herbes et les épices, en parlant du curcuma, en parlant du gingembre, en parlant de l'ail, ce sont des aliments qui sont très riches également en antioxydants. Selon certains spécialistes, la génétique ne joue qu'à hauteur de 20%. Chaque personne a donc le pouvoir d'influencer sur les 80% restants. En somme, rester beau, belle et bien dans son âge est bel et bien chose possible. On va parler à présent de traumatismes, qu'ils surviennent par accident de la route, accident de travail, par des agressions ou des violences. Les traumatismes sont extrêmement lourds de conséquences. Un véritable problème de santé publique. Or, le mal n'est pas suffisamment documenté. Pour y remédier, le projet Vigitrauma a été lancé pour mieux renforcer la surveillance des traumatismes. Au lancement du projet à l'Institut régional de santé publique de Ouidah, Wenceslas Aroimon et Ulvaeus Balogun. C'est la 3e cause de décès dans le monde et ses conséquences sont extrêmement lourdes avec des incapacités partielles ou permanentes, physiques et psychologiques. Chaque année, on estime que les traumatismes engendrent plus de 5 millions de décès dans le monde. Cela fait 14 000 personnes par jour qui meurent de traumatisme. Ils représentent 11% du taux de mortalité mondial, 13% de toutes les années de vie perdues ajustées sur l'incapacité. Des chiffres effrayants qui montrent combien le traumatisme est un lourd tribut. En cause, les accidents de la route, les conflits et les violences interpersonnelles. Malheureusement, au Bénin, les chiffres sont incomplets et pas suffisamment documentés. Pour inverser la tendance et permettre d'avoir une meilleure surveillance des traumatismes, le projet Vigitrauma est né. Son objectif global est de contribuer à l'élaboration des politiques de prévention adéquates en visant à mettre en place au Bénin un modèle intersectoriel de surveillance épidémiologique des traumas, violences, handicaps, qui soit surtout adapté aux besoins du pays. Nous l'avons élargi aux accidents de la vie courante, nous l'avons élargi à tout type de traumatisme et de violence, et notamment les violences basées sur le genre. Dans ce cadre, 2 doctorats vont être menés. Il y aura aussi des masters qui vont être financés, mais il y aura aussi des soutiens à des travaux de recherche. La diffusion et la valorisation des résultats de la recherche qui sera mise en œuvre
permettra donc d'appuyer l'élaboration des politiques publiques. Et c'est là où nous devons aller. Le projet Vigitrauma, prévu pour durer 5 ans, vise à améliorer et renforcer la capacité de surveillance des traumatismes, violences et handicaps au plan national et régional. Ouverture de la 29e conférence des parties sur les changements climatiques. Bakou en Azerbaïdjan mobilise les négociations et dirigeants du monde autour du difficile consensus à trouver sur le financement climatique. Principal point d'achoppement des négociations suivies de très près par notre envoyé spécial William Tchoki. La mobilisation n'est peut-être pas à la hauteur de la dernière conférence des parties à Dubaï, mais ici à Bakou, en Azerbaïdjan, la 29e conférence sur le climat s'ouvre avec un moment de vérité sur l'accord de Paris. Négocier le montant de l'aide financière des pays développés à destination des pays en développement pour qu'ils se développent sans énergie fossile et s'adaptent aux effets d'un climat plus extrême. Appeler les dirigeants des pays développés à montrer que les négociations sur le climat ne sont pas au point mort, renoncer à l'idée que le financement de l'action climatique est une œuvre de charité et enfin renouer un nouvel objectif ambitieux dans l'intérêt de chaque nation. La COP29 sur le climat s'ouvre aussi avec une autre inquiétude, l'éventualité d'un autre retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Et le Bénin, comme toujours, est au rendez-vous de ces négociations internationales sur le climat. Et pour mieux tirer profit de cette participation, les délégués du Bénin ont été missionnés avec une feuille de route bien précise. On voit le détail avec William Tchoki. En Afrique de l'Ouest, il fait partie des pays les plus touchés par le dérèglement climatique, un phénomène impactant tous les secteurs stratégiques de son développement. Pour rationaliser cette présence aux négociations, le Bénin attribue à chaque délégué une mission précise avec des thématiques d'exploration bien définies. Une solennité rééditée à cette 29e conférence des parties sur les changements climatiques. Par rapport à ces différentes thématiques, il faut forcément donc des délégués pour suivre et faire le point par rapport aux orientations, aux stratégies en matière de politique en ce qui concerne le Bénin, pour que le Bénin puisse savoir non seulement s'il tient sur la trajectoire, mais en même temps les efforts à fournir, et suivre aussi si au niveau des autres pays, si les engagements qui sont pris, si ces engagements sont respectés. Les températures continuent d'augmenter, nous avons encore des pluies abondantes. Le Bénin étant un pays vulnérable donc aux effets néfastes des changements climatiques, doit faire face à l'adaptation et renforcer la résilience de ces communautés. Et donc pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir aller sur le nouvel objectif quantifié et pouvoir faire le point du bilan passé et se projeter, voir l'engagement des différents pays à cette convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à pouvoir obéir à leur CDN. Des lettres de mission remises à ces délégués, des recommandations pour tirer meilleur profit de cette grand-messe sur le climat, dont les points d'orgue sont d'infléchir la trajectoire de réchauffement climatique et l'aide climatique aux pays vulnérables. Merci William Tchoki. Retour au Bénin avec l'actualité politique partisane. C'est avec les militants du parti Moël Bénin qui se sont réunis ce dimanche en Conseil national et un congrès extraordinaire. 2 actes, 2 moments politiques autour desquels le parti se mobilise en vérité déjà pour les échéances de 2026. Gilles Dansou était présent à ce rendez-vous, Igor Ayossa aussi. Double rendez-vous statutaire du parti Moël Bénin. Il s'agit du 6e Conseil national et du congrès extraordinaire. Thème retenu, Moël Bénin face aux défis électoraux de 2026. Moël Bénin tient à son idéologie de départ. L'idéologie de Moël Bénin est aussi le patriotisme économique qui peut être traduit par « comptons d'abord sur nos propres forces ». 2 mots-clés sont à retenir. Fierté et espérance. Nos compatriotes du nord au sud, d'est à l'ouest, apprécient nos actions et surtout
notre capacité à faire vivre sans cesse, envers et contre tout, notre raison d'être, à savoir travailler dans la vérité pour la patrie. À l'issue des travaux, quelques amendements sont à noter. S'agissant des élections législatives et communales, nous avons unanimement retenu, dans la mesure du possible, une parité parfaite, hommes et femmes. S'il est vrai que Mouel Bénin, dans la perspective des élections de 2026, n'ambitionne pas de positionner par lui-même un duo de candidats et va s'allier dans la stratégie que le président Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, va nous définir, il n'en demeure pas moins que dans nos statuts, nous avons prévu que le duo de candidats, s'il doit être désigné à notre sein à une élection présidentielle en 2031, en 2036, à une année plus tard, que ce duo va respecter une parité. Mouel Bénin vient encore une fois prouver son attachement au respect de ces textes fondamentaux. Retour dans ce journal sur cet exercice d'explication de l'action gouvernementale entrepris par le porte-parole du gouvernement à travers les contrées du pays après Bantais. C'est au tour de Savet d'accueillir cet exercice. Wilfried Léon-Rungwedi alterne à l'occasion l'écoute attentive des aspirations non encore assouvies des citoyens et la pédagogie. On va suivre l'étape de Bantais avec Pierrette Adayossi et Canel Capo. Ce qui est prévu pour Savet sera fait. Des mots d'assurance du porte-parole du gouvernement qui donne le sourire aux Tchadais venus nombreux à cette séance de vérité. Mais au-delà de tout, Savet reconnaît et salue les actions de l'exécutif qui l'ont transformé en 8 ans. Comment ne pas évoquer la construction de notre majestueux hôtel de ville qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Tchadais où qu'ils se trouvent. Les importants travaux routiers réalisés, notamment sur les axes Savet-Ketou et Savet-Okeo. Dans le domaine sanitaire également, la construction de l'hôpital de zone Savet-Ouessé est devenue une réalité patente. Nos quartiers et villages se sont par ailleurs métamorphosés grâce à la densification du réseau électrique ainsi que le réseau de la Sonelle. En dépit de ces pas de géant posés par le gouvernement à Savet, la population a toujours la main tendue. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le chômage, l'accès au microcrédit et surtout la succubie. Il faudrait qu'ils travaillent sur ça. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui, ces gens sont à la maison. Par rapport à la fermeture de Succubé, il m'a rassuré qu'ils sont en cours, qu'il va voir le ministre de Commerce. Arrivé à Cotonou, qu'il va voir le ministre, s'il va le ministre, donc c'est sûr qu'on aura un bon résultat. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Okpara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. S'il y a une doléance qui est beaucoup revenue dans les échanges, c'est la libération des enfants de Savet encore en prison pour leur implication dans des violences électorales. Leur libération serait vécue comme un événement majeur qui soulagerait les populations et permettrait à Savet de tourner définitivement la page de cette douloureuse parenthèse de son histoire. Dans une famille, parfois, on peut se battre. On peut avoir des disputes. Des frères et sœurs se battent, oui ou non? Et quand ils ont fini de se battre, maman appelle, elle tire les oreilles, papa appelle, il va gifler, il dit ne recommencez plus, et puis l'harmonie revient dans la famille, n'est-ce pas? Dans une république, c'est la justice qui fait ça. Quand des enfants ont déconné, et que c'est assez grave, c'est la justice qui le fait. Le président de la République peut être comme le tonton qui vient voir papa pour dire bon,
mon garçon elle a déconné hier, mais je sais que tu es fâché, il faut laisser. Et je sais que le président Talon il fait ça pour que ceux qui ont à charge la justice, ils accélèrent les procédures et que quand ils ont fini, le pardon que lui peut accorder au nom de tout le pays, qu'ils puissent le faire. Et vous avez les preuves, puisque certains sont déjà sortis. Les autres dont les cas sont à l'étude, une fois que ce sera fini. S'il y a des mesures que le président peut prendre pour leur permettre de retourner dans leur famille, en espérant qu'ils ne vont plus jamais recommencer ces fautes, ces erreurs, même s'ils sont induits en erreur par des plus grands, on espère que cela n'adviendra plus et que notre famille, la famille Bénin, sera à tout jamais une famille unie, une grande famille. Vous êtes jeunes et les problèmes des jeunes sont un problème parce que ce n'est pas la première fois que vous remontez à tous les ministères ce qui vient des jeunes, ce qui vient des populations, pas que les jeunes, ce qui vient de toutes les populations, mais qui est remonté vers son Excellence le Président Patrice Talon. À la fin de la séance, tout le monde est visiblement satisfait. Franchement, c'est une joie immense. Et ce qui s'est passé aujourd'hui à Savès, c'est inédit. Et nous remercions le porte-parole du gouvernement. Il a été franc dans son palais. Ce que le gouvernement peut faire ou avait programmé à faire, il a fait souligner ça. Ce qu'il ne peut pas faire, il n'a pas fait une fausse promesse. Le porte-parole du gouvernement promet de revenir à Savès dès que le besoin se fera sentir. Actualité internationale, nous irons voir cette leçon, nous pencher sur cette leçon de fair play démocratique que nous donne l'île Maurice au Kenya pour nous pencher sur cette proposition de solution qui aide à éviter que les éléphants aillent détruire les champs de culture. Et puis hors du continent, en Russie, la Russie qui se réconcilie avec la tradition de ses ancêtres, ces députés viennent de sonner le glas de la mode de vie sans enfants, suivant le récit d'Arnaud Adaya. Le calvaire a une défaite. Et l'île Maurice donne une bonne leçon de démocratie. Le premier ministre sortant de ce pays, Pravind Kumar Junoth, reconnaît sa défaite aux législatives. Ces élections sont marquées par des inquiétudes malgré la stabilité politique et économique actuelle de l'une des démocraties les plus stables et les plus riches d'Afrique. Et le peuple, il choisit une autre équipe. Les abeilles sont proposées comme solution au conflit entre les éléphants et les hommes au Kenya. La cohabitation entre l'homme et la population croissante d'éléphants est de plus en plus difficile, à telle enseigne que des agriculteurs se plaignent. Aujourd'hui, des agriculteurs de Taita Taveta, près du parc national de Tsavo, protègent leur culture grâce à un programme novateur de Save the Elephants. Un programme qui propose des abeilles africaines pour dissuader ces mammifères géants. Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sur fond de menaces de désengagement des États-Unis, de l'Alliance Atlantique et d'un arrêt du soutien américain à l'Ukraine après la réélection de Donald Trump. Les députés russes ont adopté une loi bannissant la promotion d'un mode de vie sans enfants sur fond de crise démographique amplifiée par le conflit en Ukraine et de défense par le Kremlin des valeurs traditionnelles. C'est sur ces échos de l'actualité internationale que prend fin ce rendez-vous d'actualité. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.